Ce n'est pas une révélation, mais c'est toujours bon de le rappeler, la vie est trop courte pour accepter de perdre son temps. Perdre son temps avec des choses ou des gens qui n'en valent pas la peine. On se le dit tous, mais voilà, parfois on peut pas faire autrement que de côtoyer des individus malfaisants, polluants, vulgaires, imbus, égocentriques, suffisants, j'en passe et des meilleurs. On pourrait trouver toutes sortes de qualificatifs, mais notre invité a trouvé un mot, lui, pour bien résumer tout ça, le mot de connard. Bah oui, je sais pas si vous l'employez souvent, ce mot, mais il dit bien ce qu'il dit. C'est pas un con, un connard, c'est pire, parce que derrière, il y a quelques petites lettres de plus. Ce supplément de nard, derrière le con, il y a la bêtise, la méchanceté, la suffisance et le mépris. Et j'en passe. Notre invité a plus d'une corde à son arc et ce talent de gratter là où ça fait mal, avec un certain sourire. Bonjour Éric Lablanche. Bonjour Florence. Le titre de votre ouvrage, Connard, enjeux et perspectives, paru chez Michel Lafon. C'est un livre que je me suis vraiment régalé à parcourir, avec des choses assez sérieuses, assez profondes, et puis d'autres choses un peu plus légères. Il y avait des étonnements, évidemment, avec des scènes de vie qu'on n'imagine absolument pas, parce que quand on croise des connards, c'est un peu sans limite. Enfin, je parlais d'humour. C'est vrai qu'il y a une pointe d'humour, même si vous dites que, au fur et à mesure des recherches, justement, de la curiosité, de l'écriture de votre livre, vous avez un peu perdu le sourire parfois. Ça m'est arrivé. En fait, ça a commencé, l'histoire du livre a commencé un peu comme une blague. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, le connard est quand même un personnage particulier. Ce serait bien de commencer à enquêter un petit peu sur lui pour voir ce qu'il a à dire. Et puis, en enquêtant et en tirant le fil de ma canne à pêche, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de poissons qui remontaient et que les poissons étaient de plus en plus gros. Et je me suis rendu compte que le personnage de connard, les comportements connards sont à la base quand même de la quasi-totalité des problèmes contemporains. Comme si le comportement connard était à la source de beaucoup de problèmes. Tout ça pour vous dire que, d'une certaine façon, ce qui avait commencé avec un sourire s'est poursuivi sur quelque chose d'extrêmement sérieux. J'ai néanmoins essayé de garder mon sourire pendant toute la longueur du livre parce que il faut quand même garder le sourire pour parler de ça. Mais c'est vrai que il me semble que c'est plutôt un livre sérieux en fait. Il y a effectivement différentes façons d'aborder le personnage et la pollution est une bonne façon. Alors il y a différents types de pollution. Le connard est quelqu'un qui nous fait perdre du temps, qui nous pollue et qui nous pourrit la vie. C'est quelqu'un qui souvent nous embarrasse la santé, nous embarrasse la psychologie. C'est vrai que quand on est victime d'actes de connardise, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quand même en général assez cuisant. Il arrive qu'on n'endorme pas la nuit. Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension planétaire et la dimension écosystémique qui est que on pourrait considérer que les comportements connards sont ceux de notre espèce vis-à-vis du reste de la planète, car effectivement nous nous comportons avec les écosystèmes et avec la biosphère un peu, voire carrément, voire complètement comme des connards. On se fiche complètement de savoir quelles sont les conséquences de nos actes. Enfin vraiment on est les connards. Alors j'essaye de bien faire la différence dans le livre entre le con et le connard. Pour moi, le con c'est la bêtise, pour résumer, et le connard c'est la méchanceté, histoire qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que le connard il est pire qu'un con, parce que le connard ne se contente pas d'être bête, et d'ailleurs très souvent il ne l'est pas, c'est juste quelqu'un qui est malfaisant, ou qui est offensant, ou qui est déplacé, ou qui est impoli. Donc c'est pas uniquement le con dans la mesure où la connerie ce serait un état. On est con. Moi, je suis con 10 fois par jour. Je suis le con de mon plombier. Je suis le con des astrophysiciens. Il y a plein de choses que je ne sais pas, des décisions que je prends au doigt mouillé. Donc, je suis un imbécile, comme tout le monde. En revanche, le connard, il a une composante supplémentaire parce que lui, il a une intention. Donc, la connerie, c'est un état et la connardise, c'est une intention. Le dîner de con est typiquement un dîner organisé par des connards. Qui sont ces gens qui se permettent d'inviter un pauvre type, il est idiot, pour se moquer de lui ou pour se mettre en avant? Donc typiquement, le dîner de con aurait pu s'appeler le dîner de connard. Vous savez, les gens qui travaillent dans le domaine du management ou du développement personnel adorent utiliser des anglicismes ou des néologismes ou des acronymes. Et donc TPMG, je trouve que ça sonnait bien. Et c'est vrai que ça définit quand même pas mal le comportement connard. C'est-à-dire que le connard, à un moment, c'est quelqu'un qui va se dire « Moi, je ne suis pas tenu à respecter une forme d'égalité entre les citoyens, entre les autres passagers du bus, entre les autres usagers de la route. Moi, j'ai des droits supérieurs. C'est du TPMG, c'est du tout pour ma gueule. J'ai le droit de me servir. » Et c'est ça aussi souvent qui définit le comportement connard et qui montre qu'il y a une intention à la base, et donc on n'est pas dans le registre de la bêtise, mais quand on est bien dans le registre de la malfaisance, c'est qu'effectivement, très souvent, le connard tire un profit de son comportement connard. Il y a différentes façons d'être un connard. On peut être un connard par manque de scrupules, effectivement, ça, j'ai envie de dire, c'est le pire connard, c'est ce que j'appelle le connard gold, comme la carte gold, mais on peut aussi être un connard par manque d'éducation, ou simplement par manque d'intelligence, et là, on va se retrouver sur des catégories de connards qui sont moins faciles à blâmer, parce que si on est un connard par manque d'intelligence, quel type de problème moral est-ce que ça pose? Est-on responsable de son manque d'intelligence? De la même façon, on peut aller un petit peu plus loin avec une deuxième catégorie qui se trouve un petit peu au-dessus, qui est le connard par manque d'éducation. Alors, si on n'a pas d'éducation, est-ce que c'est de sa faute? Mais en même temps, si on a manqué d'éducation pendant son enfance, pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de s'auto-éduquer? Bref, là, ça pose des problèmes que, au moins, le connard par manque de scrupules ne nous pose pas. Le connard par manque de scrupules, lui, il est complètement responsable de ses actes. Le super connard. Ce qui a commencé au départ dans mon processus d'écriture comme une blague, a continué sur un sujet que j'ai fini par trouver très sérieux et en plus assez fondamental. Car effectivement, si on prend conscience de l'importance des actes, ce que j'appelle les actes connardiers, dans la vie quotidienne, dans la vie des médias, dans la vie des femmes et dans la vie économique, on
est face à quelque chose qui a beaucoup d'impact, qui coûte vraisemblablement des milliards d'euros, des milliards de dollars, des milliards de francs suisses, et c'est donc un phénomène de toute première importance. Et ça, je pense que c'est tout à fait préjudiciable, parce que d'une certaine façon, le connard, il a intérêt à passer pour un con, c'est-à-dire qu'il a intérêt à laisser croire aux autres qu'il n'est pas en train de profiter de la situation, mais juste qu'il est un petit peu stupide. En l'occurrence, il ne l'est pas. Et je me demande si le connard n'appartient pas à cette catégorie d'objets sociaux qui font que on fait comme s'il n'était pas là. Je considère, au doigt mouillé, que 85% des connards sont des hommes. Si on regarde l'ensemble des crimes, des délits, de la délinquance, des incivilités qui sont commises dans la quasi-totalité des pays du monde, on se retrouve avec des pourcentages qui sont de ces ordres-là. Si vous regardez la population des prisons, si vous regardez les chiffres de la criminalité routière, si vous regardez les injures, les bagarres, enfin bref, si vous regardez tout, vous avez au minimum 40% d'hommes et au maximum, vous avez jusqu'à 99% d'hommes. Donc là, je dis ça en fonction des différents délits. C'est-à-dire qu'en règle générale, les 3/4 des délits sont commis par entre 3 et 5% de la population. Donc en fait, ça nous laisse entendre que les gros connards, les connards gold, les connards qui font vraiment du mal, qui sont vraiment très dommageables au reste de la société, ils sont extrêmement peu nombreux. Après, on est tous un petit peu connards, chacun à notre tour, mais à mon avis dans des proportions qui sont, on est des petits joueurs, on est des connards de basse intensité. En fait, il existe une étude qui a été faite très récemment, dont j'ai eu le temps de parler parce qu'elle est sortie avant la sortie du livre, qui disait qu'il y avait aussi une sorte de pic de connardise aux alentours de 35 ans. L'explication, c'est vraisemblablement qu'il y a un certain nombre de connards en puissance qui n'ont pas eu le temps de se révéler et qui ont attendu d'avoir un peu de pouvoir et un peu de succès professionnel pour devenir les vrais connards qu'ils rêvaient d'être ou qu'ils avaient en puissance, ou alors ça n'était peut-être pas des connards quand ils ont commencé leur carrière professionnelle et ils le sont devenus avec le temps. Le connard, il a un rapport très particulier avec le pouvoir et c'est vrai que quelqu'un qui n'aurait aucun pouvoir n'aurait de toute façon pas la possibilité de devenir un connard, puisque sans pouvoir il n'y a pas de connard. Si on n'a pas le pouvoir de nuire aux autres, on ne peut pas être un connard. Donc il est possible que certains connards se développent leur capacité de nuisance avec l'âge. Aux États-Unis, alors est-ce qu'ils ont de l'avance sur l'Europe ou est-ce qu'ils ont un phénomène de connardise, voire de connarderie plus important que le nôtre? Je ne sais. En tout cas, il est vrai que nous avons d'un côté un professeur de management qui s'appelle Robert E. Sutton, qui a écrit un livre qui d'ailleurs est paru en France et en Suisse, qui s'appelle The No Asshole Rule, ça s'appelle Objectif zéro sale con, et qui est un vrai livre de management à destination des managers, des chefs d'entreprise, des chefs d'équipe, pour leur indiquer quelle stratégie adopter quand on a des connards dans son équipe ou dans son entreprise. Et puis parallèlement à ça, nous avons un philosophe, donc lui il n'est pas professeur de management, il est philosophe, il s'appelle Aaron James, et qui a écrit un livre, plutôt un traité philosophique sur la place du connard dans la société. Tout ça pour dire qu'effectivement, nos amis nord-américains ont déjà commencé à traiter le problème. Ce qui est sûr, c'est qu'aux États-Unis, j'ai envie de dire, comme les Américains nous y ont habitués depuis des années, on a moins de complexes. C'est-à-dire que le connard américain, peut-être contrairement au connard suisse ou au connard européen, il va moins se cacher. Il est un connard et il vous emmerde. Là où le connard européen sera peut-être plutôt je suis un connard et vivons cachés et avançons un petit peu discrètement. Donald Trump est l'archétype absolu du connard et en plus il appartient à la catégorie du connard sans scrupules. C'est-à-dire qu'à aucun moment il ne ressent la moindre forme de honte devant le mensonge, devant l'abus, devant l'exagération. On se cache moins, on est américain, on est fiers. En Suisse, on est plutôt pas mal. C'est-à-dire que on fait partie des pays où on est a priori le plus heureux au monde, avec les pays scandinaves, avec peut-être une notion du collectif plus que de l'individuel, qui fait qu'on se tient pas mal, qui fait qu'aussi quand on trouve 3 kilos d'or dans un train, on essaye de retrouver le propriétaire. Il y a peut-être moins de connards chez nous. Je sais pas si vous connaissez suffisamment la Suisse. Alors, moi, il se trouve que je ne connais pas très bien les pays scandinaves, mais que j'ai la chance et le bonheur de connaître un peu la Suisse. Et il me semble que vous avez moins de problèmes de connarderie. Je suis un peu jaloux. Alors peut-être que vous avez des problèmes de comportement connard différents. Mais il me semble qu'en fait, oui, effectivement, il semblerait bien que le mode de comportement, que l'éducation et que le sens du collectif soit plus fort en Suisse. Alors j'en ai parlé récemment sur les réseaux sociaux avec un critique suisse qui me disait que lui ne pensait pas du tout et qui m'a certifié qu'il existait bien des gros connards en Suisse, mais ceux dont je ne doutais absolument pas. Mais je pense quand même que vous êtes peut-être plus épargné et peut-être aussi plus attentif. Il semble évident que le protestantisme a une influence assez forte sur le comportement en société des gens dans les pays qui l'ont adopté. Ce n'est vraisemblablement pas un hasard si les pays les plus, j'ai envie de dire, les plus civils au monde et qui sont en même temps les plus riches et en même temps les plus heureux, puisqu'on a fait des études sur le bonheur, sont exclusivement des pays de tradition protestante. C'est-à-dire nous avons les pays scandinaves, nous avons la Nouvelle-Zélande, nous avons le Canada, nous avons la Suisse. On peut se poser la question de savoir pourquoi. Alors il y a des études qui ont été faites depuis très longtemps sur les apports positifs du protestantisme en termes de civilité. La religion protestante, en donnant à chacun plus de responsabilités, c'est-à-dire que chacun est responsable à un rapport direct avec Dieu, aurait en fait renforcé le sentiment de responsabilité
Et ce sentiment de responsabilité fait que chacun se sent plus responsable du comportement collectif. Vivre parmi les connards, c'est abominable, mais vivre sans connards, c'est encore pire. Les connards, pour moi, sont comme les bactéries parmi nous, c'est-à-dire qu'il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, et si vous essayez d'éradiquer les mauvaises, vous n'allez pas y arriver, ou plutôt vous allez être obligé de tout éradiquer. J'ai envie de dire, le système idéal ne sera jamais parfait, c'est un système dans lequel on va essayer de faire baisser le taux de connardise à son plancher, mais on ne pourra jamais complètement éradiquer le connard. Et puis éradiquer le connard, c'est éradiquer la liberté, c'est éradiquer la possibilité pour chacun à un moment de respecter la loi ou de ne pas la respecter. On n'est pas des machines. Et transformer une société sans connards, ce serait une société de machines, ce serait une société où on serait tous des robots, des ordinateurs, et je ne pense pas que ce soit souhaitable. Ce qui est intéressant avec la politique chinoise, je ne sais pas si vous connaissez cette politique abominable qui consiste à ficher tout le monde, à filmer tout le monde, à savoir en permanence grâce au téléphone portable où sont les gens, ce qu'ils font et ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Ce fichage généralisé est en fait ce qu'on pourrait appeler une politique anti-connard. C'est-à-dire que le pouvoir central va scruter jusqu'au moindre de vos actes de connardise et vous attribuer des notes, et en fonction des notes que vous avez, si votre note est mauvaise, on va vous priver de ci ou de ça, ou on va vous rendre l'accès à tel service plus cher. Ça me semble parfaitement abominable. Je préfère vivre avec des connards que vivre sans. Le connard, contrairement au con, cherche à profiter. Il a l'intention d'en profiter. Donc il va en profiter pour gruger dans la queue devant la pharmacie, il va en profiter pour essayer d'aller plus vite sur la route et donc de faire des queues de poisson, il va en profiter pour mal vous parler parce qu'il a plus ou moins décidé de vous dragouiller, ou voire même il va vous mettre une main aux fesses si vous êtes une femme. Bref, il va en profiter, il va toujours essayer de tirer un profit sans respecter les règles d'égalité qui normalement devraient le mettre au même niveau que les autres. Lui pense qu'il est spécial. Donc effectivement, dès qu'on met quelqu'un qui a des tendances connardes dans une situation de pouvoir ou dans une situation de gain monétaire et financier, son caractère ressort immédiatement parce qu'effectivement il va vouloir en profiter. C'est pour ça qu'il y a une part très importante dans le livre sur le connard en entreprise, parce que l'entreprise est le lieu qui réunit le pouvoir et l'argent. Et il y a un autre domaine, et il faut le préciser, dans lequel le connard va se sentir, si j'ose dire, comme un poisson dans l'eau, c'est le domaine des relations affectives et des relations avec les femmes. Quand il n'y a pas de loi, le connard il est ravi. Pour en rester juste à la question de l'argent, je retiens quand même un exemple qui personnellement m'avait échappé. Un médicament pour le sida qu'il a augmenté fois 20. Enfin, c'est un médicament qui, quand on a vu qu'il y avait des effets sur les personnes atteintes du sida, multipliait le prix par 20. Je le fais en très court avec la Blanche, c'est bien ça, hein? Oui, c'est un triste cire qui s'est spécialisé dans le rachat d'entreprises pharmaceutiques qui ont des médicaments très rares et dont la spécialité est de multiplier leur prix par 2, par 6, par 20, par 200. Donc là, on a véritablement quelqu'un qui se dit « j'ai le droit, je le fais ». Mais c'est pas moral, monsieur. Je m'en fous. Si c'est pas interdit, c'est autorisé. Et je crois que ce monsieur a la chance d'être une des personnalités les plus détestées des États-Unis, et on comprend pourquoi. Il y a cette vieille légende dans certaines entreprises que le connard serait une sorte d'aiguillon bénéfique pour le reste des équipes et des employés. C'est-à-dire qu'il faudrait des gens à pro-gain qui sont très compétitifs, qui sont prêts un peu à marcher sur la gueule de leurs collègues pour pouvoir avancer, et que avoir de tels éléments au sein des équipes renforcerait les équipes et leur donnera envie de se battre. Robert Sutton, qui a étudié, encore une fois, il est professeur de management et qui a étudié cette question de façon très précise, nous dit que absolument pas, c'est une absurdité. Et lorsque vous êtes manager, si vous suspectez ou si vous découvrez qu'un membre de vos équipes se comporte comme un connard, la seule chose à faire, c'est de le virer immédiatement. Pourquoi ? Parce que le connard doit être considéré pour ce qu'il est réellement au niveau de l'entreprise en général, c'est-à-dire un employé parfaitement inefficace. Et toutes les fois où on a licencié des connards, on s'est rendu compte que les équipes allaient bien mieux, et que le chiffre d'affaires progressait, et que le turnover baissait, et que les licenciements et les démissions diminuaient, et que les frais de justice disparaissaient. Enfin bref, on a parfois dans certaines entreprises des vendeurs, par exemple, extrêmement agressifs, qui ramènent beaucoup d'argent, mais on se rend compte qu'en règle générale, quand on les vire, même si on perd l'argent qu'ils faisaient gagner à l'entreprise avant, en fait, tous leurs collègues se mettent à devenir beaucoup plus compétitifs et beaucoup plus efficaces, et l'entreprise se met en général à gagner beaucoup plus d'argent. Une entreprise, c'est du collectif. Une armée, c'est du collectif. Une famille, c'est du collectif. Et aujourd'hui, on continue à essayer de nous faire croire qu'il serait bon d'être des connards et de la jouer individuelle. Alors il faut bien entendu de temps en temps savoir tirer son épingle du jeu. On n'est pas non plus complètement idiot. Mais en règle générale, nos économies, nos sociétés fonctionnent parce que nous la jouons collectif, parce que nous tenons la porte à la personne qui nous suit, parce que nous aidons les vieilles dames à traverser la rue, parce que nous nous arrêtons pour laisser passer la voiture qui est devant nous. C'est comme ça que ça marche. Vous disiez, on se posait la question au début de l'émission de savoir si j'étais un petit peu grincheux. Oui, parfois je suis un petit peu grincheux quand je vois qu'on continue dans certains milieux à nous servir la force de la compétition tout le temps, la compétition, l'individualisme, comme si c'était des choses qui marchaient. On oublie que notre vie de citoyen et d'être humain est constituée à plus de 99% de collaboration, de collectif et d'entraide. Et laisser de la place aux connards, c'est d'une certaine façon laisser aussi plus de place à des gens qui vont profiter du collectif pour en tirer des avantages. Il y a eu, à partir des années vraisemblablement 60, cette idée que les gens qui travaillent dans la culture ont la possibilité de se comporter comme des connards. Alors on appelle ça des comportements de diva ou des comportements de stars, mais
moi je me suis posé la question, mais en fait pourquoi eux seraient-ils particulièrement autorisés à se comporter comme des stars et pas la personne qui nettoie les rues ou la personne qui ramasse des salades? Alors on pourra me répondre, ils se comportent comme des stars parce que ce sont des stars. Et j'ai envie de dire, oui mais et alors? Quand on est artiste, quand on est sensible, on devrait au contraire être plutôt exemplaire, et je ne suis pas certain qu'on soit obligé de se comporter comme un connard pour avoir une créativité hors norme. Et puis de toute façon, le sujet n'est pas tant que ce que moi je pense, que de voir qu'effectivement beaucoup de gens sur la planète ont pris pour modèle des stars ou des artistes qui ont des comportements plutôt décohérents et plutôt critiquables. Quand vous avez aux États-Unis des artistes, des chanteurs comme Kanye West qui font des déclarations complètement hallucinantes et qui sont suivis par des millions et des millions de gens, effectivement, pourquoi cette personne nous donnerait-il des leçons de connardise et pourquoi devrions-nous les suivre? Il existe dans la société un certain nombre d'indices qui me laissent penser que le connard est un sous-produit du système. Et effectivement, dans la culture, dans le monde de l'entreprise, dans le monde des médias, sur les réseaux sociaux, quand on est un citoyen normalement constitué, on reçoit en permanence des tas d'incitations à se comporter comme un connard. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. Et à partir de là, on peut légitimement affirmer qu'on est dans un système qui favorise et qui nous pousse à produire plus de connards et d'une certaine façon, parfois, à développer la partie la plus connarde de nous-mêmes. Une des caractéristiques du connard, c'est qu'il est contagieux. Et alors ça, c'est extrêmement difficile, puisque effectivement, la première émotion qui nous vient, c'est vulgairement d'aller lui régler son compte, non pas de lui taper dessus, mais au moins de se mettre à crier, de se mettre en colère, de le remettre à sa place, voire éventuellement, dans certains cas, limite, on a la tentation d'en venir aux mains ou au moins de lui flanquer une bonne gifle. Et c'est vrai qu'il faut se garder de ce genre de comportement, parce que c'est d'une certaine façon, c'est se mettre à son niveau. Après, ce qui est intéressant, si vous me permettez ce petit aparté, c'est que je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que le connard, qui en règle générale n'est quand même pas méchant, c'est quelqu'un qui vous passe devant dans la queue ou qui vous fait une réflexion un peu débile, ça ne nécessite pas, normalement ça ne devrait pas mériter qu'on se mette dans tous ces états, et pourtant on le fait. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi les petites piqûres du connard étaient aussi douloureuses. C'est parce qu'en fait il met en branle en nous quelque chose de très très important, qui est que le connard, dans son comportement, nous dit qu'il est supérieur à nous. Et en fait, il vient mettre un coup de poing sur l'égalité qu'on est censé avoir et respecter les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est pas juste quelqu'un qui vous parle mal, c'est quelqu'un qui vous envoie le message que vous valez moins que lui et que vous n'êtes pas digne de son respect. Je vais prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui vous marche sur le pied, c'est un con ou quelqu'un qui n'a pas fait attention. S'il vous dit, pardon, excusez-moi, je vous ai marché sur le pied, je suis désolé, tout va bien, les choses reprennent leur cours normal. Si en revanche, il hausse les épaules et il s'en va sans même vous regarder, là, c'est un connard. Et qu'est-ce qu'il a fait en vous marchant sur le pied? Il ne vous a pas véritablement fait mal. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous a dit, vous n'êtes même pas digne de recevoir des excuses. Et ce truc-là, quand on est un être humain normalement constitué, ça nous fait extrêmement mal. C'est pour ça que le connard, malgré finalement la légèreté de ses offenses, nous cause beaucoup de tort. Parce qu'il nous dit d'une certaine façon qu'on ne vaut rien et qu'on est absolument indigne de respect. En règle générale, quand un connard agresse une personne normale, au début on a un connard, et si la personne normale se descend à son niveau, à la fin on a deux connards. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à conseiller plutôt la fuite. Alors conseiller la fuite, on se dit mais non, on va quand même pas fuir. Eh ben si. J'ai envie de dire courage, fuyons. Quand on est face au connard, il faut garder sa langue dans sa poche, il vaut mieux partir. De toute façon, vous n'allez pas le remettre dans le droit chemin. C'est vraisemblablement quelqu'un qui est un connard depuis très très longtemps. Vous n'êtes pas éducateur spécialisé, vous n'êtes pas juge aux affaires sociales, vous n'êtes pas psychologue. Laissez tomber, vous n'arriverez pas à le faire bouger. Il faut se rappeler qu'en plus le connard, de par sa définition même, il est immunisé contre les critiques. Alors très souvent, si vous lui dites mais monsieur, comment vous vous comportez, qu'est-ce que vous faites là, il va vous renvoyer la critique. Il va vous dire mais qui vous êtes pour me poser cette question, ou alors s'il a mis la musique trop fort, il va vous dire mais vous n'aimez pas la musique, ou vous n'aimez pas les jeunes, ou vous ne m'aimez pas pour je ne sais quelle raison. C'est très difficile de circonvenir un connard parce qu'il se défend, et il se défend d'autant mieux qu'il en plus est persuadé d'avoir raison. C'est-à-dire que c'est même pas quelqu'un qui se défend et qui est de mauvaise foi. Vous voyez le problème. Donc c'est pour ça que je conseille la fuite, parce que je dis mais souvent il y a que ça à faire. Et puis c'est vrai que si tout le monde fuyait, au bout d'un moment le connard se retrouverait tout seul, et là peut-être qu'il commencerait à se poser des questions, même si j'en suis pas tout à fait certain. Et la tactique que je conseille, moi, c'est plutôt d'avoir recours au collectif. Très souvent, lorsqu'on est en but à un connard ou qu'on est victime d'un acte de connardise, notre premier réflexe, c'est de se défendre individuellement. Et souvent, on oublie qu'on a autour de nous des gens qui sont aussi victimes et qui éventuellement peuvent venir en renfort. Donc ce serait vraiment le premier conseil que je donnerais, et notamment, alors quand on peut lui échapper, le mieux c'est de lui échapper, c'est de laisser filer, c'est de pas s'en occuper. Mais si on est coincé dans une entreprise, dans une équipe, avec malheureusement un N+1 ou un N+2 ou un collègue qui se comporte comme un connard, malheureusement on ne peut pas fuir. Dans ces cas-là, que faut-il faire? Plutôt d'essayer de réfléchir individuellement, c'est d'essayer de réfléchir collectivement. Et donc d'aller voir les collègues qui sont vraisemblablement eux aussi victimes du connard, parce qu'il est rare qu'on soit connard qu'avec une personne, en général quand on est connard c'est avec tout le monde, pour commencer à fédérer, pour mettre en place une sorte de confédération, si j'ose dire. Et à partir de là, on va déjà pouvoir secourir les autres victimes,
ce qui est quand même très important parce que souvent on a tendance à ignorer, les gens restent dans leur coin, ils ont tendance à ignorer que leurs collègues dans le bureau d'à côté ont aussi été victimes d'actes de connardise, donc on va pouvoir aller les aider, on va pouvoir créer une sorte de collectif et on va être beaucoup plus fort. Et il suffira parfois d'un collectif qui prend conscience de sa force pour que le connard en prenne conscience aussi et qu'il arrête immédiatement ses mauvais comportements. Et puis bien sûr, il y a une troisième arme, mais celle-ci elle est pas stratégique, elle est tactique, c'est le fait d'utiliser l'humour. Se mettre à plusieurs pour se foutre gentiment de la gueule du connard en question, en général c'est très très efficace. Le connard il est individuel, il va jouer, il va essayer de séparer les gens, il va essayer de diviser pour mieux régner, il va essayer de compter sur le fait que pour former un collectif il faut un petit peu de temps. Et donc l'idée c'est de le prendre de vitesse et d'arriver quand même à former un collectif pour le bloquer. Je pense effectivement que la vraie solution à long terme pour résoudre nos problèmes de connardise, c'est l'éducation. Et l'éducation, finalement, il n'y a que ça. On se rend compte que dans les pays dans lesquels les enfants ont eu la chance de bénéficier d'une éducation aux problèmes ou à la dimension collective des choses, c'est-à-dire des pays dans lesquels les enfants ont été élevés dans un individualisme tempéré, parce qu'on peut être individualiste et parfaitement conscient du collectif. Hein. C'est tout dépend de quel individualisme on parle. Et effectivement, si on explique aux petits enfants qu'il ne faut pas se mettre en avant, qu'il faut respecter les différences, bref, je vais vous dire des choses extrêmement banales, mais on lutte extrêmement efficacement contre le connard. Et ça, on le voit parce qu'en fonction des différents systèmes, des différentes philosophies d'éducation qui sont mises en place dans les différents pays du monde, on n'obtient pas le même type de comportement. Typiquement, si vous allez en Asie du Sud-Est, au Japon, en Corée et dans certaines parties de la Chine, vous avez des enfants qui vont être extrêmement sensibles et qui à la dimension collective des choses et qui ne se comporteront pas comme des connards, tout au moins avec nos critères à nous. Dans d'autres pays, effectivement, on va expliquer à l'enfant qu'il peut se mettre en valeur, que si on l'emmerde, il a le droit de se bagarrer, qu'il peut aller plus loin, qu'il a raison de faire valoir ses droits et en général, en plus, on peut lui dire que s'il est un garçon, il va bénéficier de plus de droits que les petites filles, ce qui est une façon assez manifeste de lui dire qu'il a le droit, sous certaines conditions, d'être un connard.